Bonjour, bonsoir à tous et toutes et bienvenue dans ce 42e épisode de Kiss My Ace, le podcast de Jeux Blanc. Jeux Blanc, média de tennis que vous pouvez retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram, de temps en temps Blue Sky. Bien sûr, on vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, au compte Spotify aussi et à tous nos réseaux. Évidemment, on se retrouve aujourd'hui pour parler des premiers jours d'Indian Wells, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, revenir un peu sur les petites surprises qu'on a eues sur ce début de Master 1000, notamment chez les hommes, où il y a énormément de top 10 qui ont perdu très très tôt, alors que chez les femmes, tout le monde est là, quasiment, il manque pas grand monde à l'appel. Pour débriefer tout ça, bien sûr, je ne serai pas seul, je serai accompagné de Thomas. Comment ça va, Thomas? Bah écoute, ça va très bien Auguste, salut à tous et très content de débrief avec toi cette première semaine du Masters 1000 d'Indian Wells, donc le premier Masters 1000 de l'année chez les hommes. Donc un peu un tournant pour le début de saison, en tout cas pour montrer les bonnes dynamiques du début de saison. Et oui, clairement, on a pas mal de choses à débriefer, surtout du côté masculin. Bien sûr, et pour revenir sur les dynamiques, c'est vrai que là, c'était un peu Sinner qui avait donné le ton en conservant son titre à Melbourne, mais comme il n'est pas là à cause de sa suspension, ça rebat un peu les cartes, et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour l'instant, la concurrence laisse bien tranquille, entre Zverev qui fait un mois et demi vraiment très Ah ouais, mauvais, c'est et, cataclysmique ça, voilà, son et Golden Swing. Alcaraz qui certes a pris Rotterdam mais qui depuis ne profite pas pour rattraper son retard au classement. À la limite que Sinner joue pas 3 mois, à la limite ça l'arrange parce que bah, il peut se reposer et être prêt pour quand ça comptera vraiment chez lui à Rome et pour les grands chelems à venir. Même s'il va perdre ses points de Miami de l'année dernière où il avait gagné, mais bon, vu l'avance qu'il a, c'est pas trop trop grave pour lui. Pour revenir à Indian Wells, pardon, chez les hommes, les premiers jours ont été marqués par plusieurs éliminations surprises. On va commencer tout de suite par la tête de série numéro 1, Alexander Zverev, qui perd au deuxième tour, mais pour son premier match contre Griekspoor en 3-7, notamment au tie-break du troisième set, où pourtant dans ce troisième set, il a servi pour le match et pour l'emporter, mais au final, il le perd 4-6, 7-6, 7-6 contre un Griekspoor très combatif, très valeureux, et qui a totalement saisi sa chance, bien qu'il ait fallu 6 balles de match pour, pour aller conclure et prendre sa première victoire sur le top 5. Une défaite pour Zverev qui est vraiment symptomatique de enfin pas sa saison, mais de sa période actuelle, où en février, bah, il perd en quart de finale, mais à son deuxième tour à Buenos Aires. Il perd aussi en quart de finale à, à Rio et dès son deuxième tour en huitième à Acapulco. Donc vraiment, enfin, bien loin de ses standards habituels, ou surtout dans cette tournoi-là où il était toujours à tête de série 1 et puis large favori sur le papier. Là, il est vraiment dans une mauvaise dynamique. Alors, Thomas, je sais pas si tu as pu voir un peu Zverev jouer ces derniers temps, mais là, oui, il est un peu dans une période de creuse. Et pour un numéro un, pour un numéro 2 mondial en quête d'être numéro un, ça fait un peu tâche. Comment tu expliques ça et comment tu trouves Zverev actuellement au niveau purement sportif? Bah, alors déjà, je pense qu'il y a plusieurs points qu'il faut prendre en compte. Le premier point, c'est que au-delà du niveau sportif, au-delà de tout ça, je pense que la défaite en finale de l'Open d'Australie contre Sinner lui a fait extrêmement mal sur la tête. Il a pris un gros coup sur le crâne. Il pensait s'être rapproché de l'Italien, il pensait s'être rapproché de Carlos Alcaraz. Il l'avait dit en interview, c'est vraiment les joueurs auxquels je veux me rapprocher. Il s'entraînait tout le temps après ses matchs. Il faisait des gammes de coups droits. On sait très bien que son coup droit, c'est son coup faible. Dès qu'il est sous pression, bah, son coup droit sautant, il fait des petites balles ou alors il y fait des grosses fautes directes. Donc, il avait essayé de peaufiner ça. Bon, bah, il s'est fait latter en 3-7 contre Sinner à l'Open d'Australie. Donc, autant dire qu'il a dû derrière se dire, bon, bah, finalement, je suis numéro 2 mondial, mais bon, je vais rester numéro 2 mondial une paire de temps si Sinner, si je ne joue pas mieux, en fait, tout simplement. Mais au-delà de ça, je pense aussi, voilà, je pense qu'à part ce coup sur la tête, je pense aussi que il y a plusieurs raisons qui expliquent ces défaites un peu prématurées.
Je vais pas non plus trop le bâcher là-dessus. Je pense que déjà, il y a une question de conditions de jeu qui rentre en compte sur certains tournois, notamment Indian Wells. Pour moi, Zverev à Indian Wells, il est pas vraiment censé briller. C'est une surface qui est très lente, la plus lente du circuit maintenant. Ils ont encore rechangé la surface cette année. Bah, sur Et dur, oui, c'est le dur le plus lent voilà, qu'on a, hein, c'est sûr. C'est voilà. quasiment d'être abattu, hein. C'est ça, voilà. Zverev, sur un cours lent comme ça, le service est un peu nullifié. Le service, c'est une de ses armes, hein. Il arrive vraiment à prendre l'avantage là-dessus. Sur cette surface-là, ça s'exprime beaucoup moins. Après, on va me dire, oui, mais sur terre battue, il arrive largement à faire ça, à prendre la balle à son avantage, etc. Le rebond n'est pas le même. Sur Indian Wells, le rebond est peut-être parfois plus, et même parfois plus haut que celui sur terre battue. Donc, ça fait des balles qui sont énormément ralenties. Et finalement, Zverev, son souci, c'est d'injecter de la puissance en coup droit. Donc, avec ces balles un petit peu très flottantes, très hautes, bah, sur son coup droit, il n'arrive pas à injecter de la puissance. Donc, alors que sur terre battue, il a le temps d'ancrer ses appuis justement de faire ça. Alors que voilà, sur cette surface, c'est plus compliqué. Voilà, ça peut expliquer sa défaite à Indian Wells. Sur le reste de la tournée, oui, c'est très décevant, hein. On l'attendait, il avait lui-même pensé, il l'a dit lui-même, et il a pensé à aller chercher la place de numéro 1 mondial s'il avait fait un bon mois de février, en tout cas de se rapprocher de Sinner. Là actuellement, bon bah il en est loin, il a 7 945 points, alors que Sinner est à 11 330, donc là c'est ciao bye bye, hein, clairement. Mais bon, il a très mal joué, mais il y a aussi, apparemment il a été intoxiqué je sais plus exactement où c'était. C'était à Acapulco. Ah, ouais, Apparemment, une intoxication. Bon, ouais. ça Et peut et expliquer. c'était pas le seul. Je crois qu'il y C'est avait Louis voilà, Despaul aussi qui avait voilà. ça. C'est ça, donc voilà. Et après, en Argentine et à Rio, bon, je pense que c'est tout simplement suite à la défaite à l'Open Australie et aussi des adversaires qui sont pas forcément évidents. Parce que quand on regarde affronter Cerundolo, les conditions étaient dégueulasses. J'ai regardé le match, les conditions étaient dégueulasses. Il y avait plein de vent partout, c'était terrible. Zverev, bah, contre Cerundolo, il y a il y a un différentiel de coup droit. Cerundolo a un coup droit exceptionnel. Pour le coup, je pense qu'il a l'un des meilleurs coups droits du circuit. Là où Zverev, bah, son coup droit, c'est son point faible. Donc, sur des conditions venteuses, un peu comme ça, un peu lourdes, c'est pas très étonnant finalement qu'il soit fait battre. Et Rio, pareil, comme Messana, c'est un piège. Ça peut être un piège. Donc voilà, c'est plein de petites raisons qui expliquent pourquoi Zverev, bon, bah, fait beaucoup de défaites prématurées, etc. Après, tu vas me dire la question, Auguste, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Bah, moi, je pense pas, parce que c'est pas des surfaces qu'il affectionne. C'est pas un mois hyper important, finalement. Et là, même il se fait sortir Indian Wells, c'est pareil, c'est pas sa meilleure surface. Moi, je pense qu'on reverra Zverev à partir de Madrid, à partir de Madrid-Rome, où il va de nouveau retrouver les conditions dans lesquelles il excelle. Et peut-être voilà, se reconditionner mentalement pour se dire, bon, bah, Roland-Garros, j'ai fait je suis finaliste de sortie, voilà, et donc je vais pouvoir aller peut-être défendre mes chances. Voilà, c'est mon avis sur Zverev. Ouais, bah, je te rejoins sur plusieurs points. Je suis d'accord avec toi que la finale de l'Open d'Australie a dû lui faire très très mal au moral parce que on a bien vu, il y avait vraiment un gros écart de niveau de jeu. Alors qu'on est censé avoir les deux meilleurs joueurs du monde sur le papier, en tout cas, enfin, numéro un contre numéro 2 mondiaux, alors que le numéro un a gagné très largement. Après, je te rejoins aussi pardon, sur Indian Wells où il n'est pas censé briller, où c'est pas une surface où il est à l'aise, ça, il n'y a aucun problème. Cependant, le voir perdre si tôt, c'est quand même une grosse surprise pour moi où, Ouais, où malgré tout, il a quand même servi pour le match. Et on sait, enfin, Grisport avait jamais battu un top 5. On sait qu'il a ce côté très choker, notamment bah, contre Xerez et à Roland-Garros l'année dernière, où Grisport mène 4-1, double break dans le dernier set. oui, c'est vrai. Et Xerez le bat quand même. Et il y a seulement deux exemples, mais que là, j'ai pas en tête tout de suite, mais on sait que quand l'enjeu est là, Grifspor a souvent tendance à perdre, et ça a failli être le cas parce que bah, Grifspor a eu 5 balles de match à la suite et il n'a pas concrétisé tout de suite. Il a dû aller jusqu'au tie-break et mener 6-4 pour avoir une sixième opportunité pour la conclure. Mais c'était pas fait. Et malgré tout, entre statut, expérience, son niveau de jeu
et tout ce qui l'entoure, euh, je pense que Xerath avait quand même les armes pour battre Gris, pour aller, après, pour aller au bout et soulever la coupe. Je pense pas. Il y avait d'autres, enfin, il y a d'autres joueurs actuellement qui sont meilleurs que lui sur cette surface, mais au moins passer un tour. Et par contre, pour février, euh, même s'il est tombé contre des terriens pure souche et très dur à jouer, Zverev et reste un terrien aussi. Enfin, il fait finale à Roland-Garros l'année dernière. Il en fait une ou deux. Non, il fait qu'une finale à Non, Roland-Garros. il gagne Rome en plus aussi. Oui, Rome, mais dans sa carrière, Ouais, mais oui, beaucoup de c'est demi-finales, ça. quoi. Il fait trois demi-finales à Roland-Garros, une finale l'année dernière, et et sur ces demi, on repense bien évidemment à son grand choc contre Nadal en 2022, et il lui tenait tête, avant que bien sûr il se blesse, et après l'histoire on la connaît, mais il tenait tête au meilleur joueur sur ta battue de l'histoire. Et après, moi, ce que j'ai vraiment pas aimé avec Zverev, c'est tout son comportement en conférence de presse après, où il se plaignait que ce soit des balles de la surface, où il trouvait beaucoup d'excuses, alors qu'en soi, tous les arguments qu'il affichait pour ses excuses, c'est pas valable parce que c'est la même chose pour les deux joueurs. Enfin, quand ils critiquent par exemple les terrains à Buenos Aires, je crois, bah, ça peut ne pas te plaire, mais c'est la même chose pour l'adversaire en face. Et c'est à toi de trouver les solutions et de t'adapter à ce terrain qui ne te correspond pas, mais de faire avec, parce que bah, c'est un élément factuel et que tu ne maîtrises pas. Donc à toi de t'y faire. Et puis Xerez, c'est pas comme en plus quand c'est sa première saison sur le circuit, enfin il est là depuis très longtemps. Il a tout connu, que ce soit en Master 1000, au Master ou en Grand Chelem. Enfin, en plus, malgré son statut, ça reste un joueur qui joue beaucoup avec des saisons à plus de 70 ou 80 matchs. Donc, il connaît tous les tournois du monde. Donc, je trouvais que ces excuses, ça faisait vraiment chouineur ou enfant pourri gâté ou mauvais perdant. Alors que parfois, il faut juste dire bien joué à l'autre et passer à la suite. Enfin, perdre dans le tennis, c'est chose de courante. Hein. Enfin, de une saison, à part quelques rares exceptions, tout le monde perd plus que gagne. Hein. C'est la dure loi de ce sport. Donc c'est un peu plus ça qui m'a gêné. Et après, au niveau purement tennistique dans le jeu, je te rejoins, niveau au coup droit, c'est toujours enfin, faible. C'est pas le bon mot, mais enfin, c'est son point faible. Mais au global, ça reste un bon coup droit. C'est juste qu'il est bien meilleur au service et en revers. Euh, mais après, ce qui embête et ce qui a embêté tout le monde sur les réseaux et pour les observateurs, c'est que quand il est dans cette phase-là, il reste très passif, il reste au fond, il tente rien et il se contente juste de remettre. Alors que quand il gagne, c'est justement quand il est plus agressif, quand il vient plus au filet, quand il rentre dans le court et c'est là où il marque des points, ou quand il joue comme ça, il est vraiment à un step au-dessus de 99,9% du circuit. Il n'y a que Sinner et Alcaraz de temps en temps qui peuvent le battre à ce niveau-là. Mais quand il se met à faire une Medvedev et à rester 5 mètres derrière et à remettre la balle, de un, tout le monde dans les tribunes ou devant sa télé se fait bien chier. Et en plus, il propose rien et il perd souvent ces matchs-là. Donc, il y a aussi un problème tactique, enfin, dans une zone qui croit de confort, mais qui en soi le dessert plus qu'autre chose. Euh, voilà pour moi concernant Zverev. Si t'as rien à ajouter sur lui, euh, on va Bah, passer. Non, c'est bon? ouais, bah, je vais juste rajouter un petit truc. Oui, je suis d'accord avec toi. Je comprends son attitude, ça te fasse chier son attitude parce que oui, Zverev, il est de mauvaise foi. Il dit souvent des choses alors que c'est souvent la faute lui incombe, hein, généralement. Oui, contre Griekspoor, il aurait pu gagner le match. Mais bon, moi, oui, je suis d'accord avec la plupart des choses que tu as dites. Après, je pense que ça changera rien. Là, ce début de saison calamiteux à la suite de sa saison, tu vois. Je Oui, pense il va se alors reprendre ça, sur terre oui. battue. Voilà, Bien sûr. c'est juste Là, là. après, bien sûr, pour le moment, je n'entends pas du tout au niveau de sa saison. Ça reste un joueur solide et référencé sur le circuit. Ça reste un joueur très solide sur la plupart.
des durs, même des Miami, hein, et sur le terrain battu, on commencera à s'inquiéter. Si à Madrid, il perd en huitième et que, je sais pas, à Rome, pareil, il perd très tôt et que au final, il arrive à Wimbledon sans avoir fait beaucoup de tournois où il passe deux matchs à la suite. Là, oui, on s'inquiétera. Mais pour l'instant, il est bien trop tôt pour s'inquiéter. Et, ça reste un finaliste en Grand Chelem encore cette saison. On est bientôt que à la fin du premier trimestre. Il y a pas à s'inquiéter pour le moment. Mais il y a des premiers signaux qui, pour le moment, ne sont pas très positifs. Euh, donc voilà, c'est juste à surveiller. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'alerte rouge côté Xerez. Peut-être, contrairement au prochain joueur dont on va parler, Novak Djokovic, qui lui a aussi perdu au second tour, à son premier match contre VDZ, notre bon vieux 22 ans Sculp, de son nom complet, où il perd en 3-7, précisément 6-2, 3-6, 6-1. Voir un VDZ mettre 6-1 à Djokovic, je pense que c'était dans le bingo de personne pour cette saison. Une défaite qui du coup ne rassure pas du tout côté Djoko qui doit encore faire affaire avec des blessures, enfin dont une qu'il a contractée à l'Open d'Australie. Quand il est revenu à Doha, il a aussi perdu d'entrée contre Berrettini. Là, ça fait la première fois depuis 2018, je crois. C'est une très spéciale pour lui, où où il est sur trois défaites de suite. Et connaissant Djoko, c'est extrêmement rare de le voir comme ça. Déjà, de l'année dernière, on s'inquiétait parce qu'il avait pris aucun titre en ATP. Mais là, on est même plus sur parler de titres, mais de victoires. C'est quand même assez fou en parlant de Novak. Thomas, toi, je sais que c'est un joueur que tu aimes énormément. Comment tu vois déjà la suite à court terme pour lui? Et aussi, je sais pas si tu as pu voir son match contre VDZ, mais quand tu le trouves aussi sur le terrain actuellement. Ouais. Bah moi je trouve tout simplement que c'est normal entre guillemets parce qu'il a 37 ans, bientôt 38 ans. Bon, ça décline, hein, on voit bien, il a moins de marge. Au niveau des déplacements, il se déplace plus aussi bien qu'avant. Sur le retour de service qui était sa principale arme, hein, il est un des meilleurs retourneurs de tous les temps, hein, Djokovic. Bah, il a Branleux, plus de hein. mal maintenant, il perd contre les gros serveurs. Il a du mal contre les gros serveurs maintenant, contre Opelka. Là, encore une fois, il se fait sortir. Attends, j'ai même oublié le nom de son adversaire, c'est pour te dire à quel point j'ai essayé d'oublier ça, mais. Oui, contre Zandschloup. Oui. Bon, Ouais. Zandschloup sert bien quand même. Sert très bien même. Donc, bon, pour moi, là, Djoko est dans une phase un petit peu où les autres tournois, de toute façon, je pense que ça, il est plus du tout investi. Là, on l'a vu, hein, il s'en foutait, quoi. Il y a un moment, un moment, il met sa casquette sur le côté. Oui. Bon, il fait son show. Voilà, c'est des tournois, il a plus d'intérêt. Je pense il y a une grosse perte de motivation. Et la seule chose qui le motive, on l'a vu, le seul endroit où Djokovic est concentré et fait des bons résultats, c'est en Grand Chelem. Là, l'Open d'Australie sans sa blessure, qui sait où il aurait pu aller? Contre Zverev, Sûr. voilà. Donc, Bah, moi, je pense que. Vas-y, vas-y. à Melbourne, c'est quand même lui qui sort Alcaraz, hein, c'est pas rien. Ça Ouais. montre que dans les grands tournois, il peut quand même faire une perf et battre un des deux meilleurs joueurs du monde actuellement. Ouais. Et puis même, on l'avait dit, moi je me rappelle des tweetos qui disaient Ah, Djokovic il va perdre au troisième tour contre Marac, ah, Djokovic il va se faire défoncer par la HK en huitième de finale. Il les a défoncés, il les a Bien sûr. littéralement défoncés. Donc oui, en Grand Chelem, je pense qu'on peut toujours compter sur lui. Je pense qu'il va toujours essayer de se créer un pic de forme pour les Grands Chelems. Là aussi, on l'a vu, hein, au niveau athlétique, il n'était pas là du tout, hein. La prépa physique, elle n'était pas là, hein. Il sort de blessure, là, bon, je pense qu'il s'est un peu reposé, il y allait en mode en chaussette claquette. Il s'est dit, vas-y, je vais essayer de refaire du rythme. Mais bon, il est juste pas là physiquement non plus, quoi. Donc, je pense que c'est pas inquiétant à l'heure actuelle. Bien sûr que c'est inquiétant, dans le sens, bon, bah, bien, il décline, évidemment, il gagne plus trop de matchs. Bon, d'accord, ça peut être inquiétant. Mais je pense que le juge de paix, ce sera les grands chelems cette année. Je pense que de Ouais. toute façon, son objectif, c'est pas de gagner plein de matchs, d'engranger les titres. Lui, je pense qu'il va encore gagner un ou deux grands chelems, peut-être un. Puis voilà, partir en apothéose. Tout simplement, je Ah, pense qu'il en a assez. déjà, s'il il en gagne un, c'est déjà formidable.
être à 25, en plus en gagner un à 38 ans, parce que il aura 38 à Roland-Garros. Et déjà, s'il en gagne un à 38 ans, et pour faire le 25e, l'histoire est déjà magnifique. Euh, donc deux, ça serait encore plus grand. Mais vu ce qu'il nous montre actuellement, pour moi, en gagner deux, surtout cette saison, il en est très loin. Surtout que Sinner sera là pour les trois autres grands chelems. Bah, Euh, de toute manière, Auguste, j'ai envie de te dire que, à part Wimbledon, moi, je le vois pas où il pourrait gagner son grand chelem. ouais, c'est Roland ça. Garros, physiquement, ça tiendra pas le Ouais, c'est coup. Je ça. pense que s'il fait l'erreur de s'investir autant dans Roland que l'année dernière, où il joue très bien, hein, je suis d'accord, hein, il a très bien joué. Contre Musetti, c'était un match exceptionnel, alors que Musetti était pourtant très très fort. Contre Cerundolo, pareil, hein, Cerundolo, il est exceptionnel sur terre battue, bah, pareil, énorme match. Mais bon, il s'est blessé. Et derrière, il arrive à Wimbledon. Il arrive quand même en finale à Wimbledon, alors qu'il s'est fait opérer un mois avant. Donc s'il arrive en forme, s'il prépare à fond Wimbledon, qu'il arrive en forme là-dessus, qui sait? Voilà, qui sait? Bien sûr. Et Bah, l'US, moi, je te rejoins parce que à Wimbledon, sur gazon, à part sur Alcaraz, il a de la marge sur tout le monde. Et donc, en fait, il faut juste que Alcaraz ait ce petit coup de mou avant qu'il se rencontre. Et ça arrivera peut-être, même si ça paraît bizarre de le dire, mais arrivera peut-être. Après, oui, Roland, j'y crois pas du tout. Sur le circuit, il y a trop de bons joueurs sur ta battue. Euh, Déjà, si on prend tout le top 3, Zverev, c'est très solide sur terre. Alcaraz, il est champion en titre. Et Sinner, même si à ta battue, sa pire surface, ça reste ultra solide. Enfin, à son pire niveau, il est meilleur que 90% du circuit. Ça reste un joueur super solide qui fait demi l'année dernière à Roland qui perd en 5 contre Alcaraz. Et donc, c'est vrai que à Roland, Djoko, je le vois mal aller au bout. Mais à Wimbledon, il a totalement ses chances et l'US Open, c'est toujours très ouvert. Mais c'est vrai que là, actuellement, sur dur extérieur, Sinner, il a pas trop de concurrence, hein. Donc, et s'il y a un Djoko Sinner à l'US Open et que les formes sont à peu près les mêmes, je vois pas dans quel monde Djoko peut battre Sinner. ouais. Mais après, avant un 25e à Wimbledon et dire ciao à ce moment-là, ou quelques mois après, mais avec beaucoup de mois sans jouer, c'est sûr que ça serait une très belle fin. Et et en plus, pour lui, l'histoire serait très belle parce que bah, déjà, je crois que ce sera ça serait son centième titre, il me semble. Le 25e en Grand Chelem. Et surtout, si... Bon, après, là, on est vraiment dans l'hypothèse la plus totale, hein. Rien n'est sûr, rien n'est gravé dans le marbre. Mais si il s'arrête là, ça serait le seul membre du Big Three à s'arrêter au sommet. Parce que bah, Federer s'est arrêté à la Lever Cup. Et sur de vrais tournois, il passe sur une bulle contre Hurkacz, il me semble, à Wimbledon. Oui, c'est ça, il se prend Bref, 6-0 dans le troisième. c'est pas terrible. Et Nadal, il s'arrête en Coupe Davis, dans un format qui, depuis quelques années, n'est plus le format mythique de Coupe Davis. Et sur une défaite très sèche contre Federer aussi, contre dans ce groupe. Et en plus, les Pays-Bas battent l'Espagne, où Nadal perd en simple et en double. Il me semble aussi, voilà, il perd en double, parce que son partenaire de mémoire, c'était Granollers avec lui, ou je me trompe. Ouais. Ah, si, c'est ça. Il me semble que c'était lui. Et bah, il lui coûte un peu son match. Ouais, bah, c'était bien lui. Il lui coûte un peu sa qualif en demi-finale. Alors, excusez-moi. Donc c'est bien Granollers, mais il était en équipe avec Alcaraz et non Nadal. Mais Alcaraz avait fait bien le travail et Granollers avait un peu plomber Oui. l'équipe espagnole. Voilà, voilà. Donc, c'est sûr que je pense que pour Djokovic, le rêve, c'est le 25e à Wimbledon, dire au revoir après une victoire en Grand Chelem et être au sommet du monde. Et après, au moins, il peut prendre une retraite bien méritée et laisser le circuit aux jeunes.
Donc voilà, mais c'est vrai que actuellement Djokovic est dans une méforme totale. Il est prévu de jouer à Miami. Il a insisté sur le fait qu'il sera à Miami. Je pense que il y aura aucune attente à avoir pour Djoko là-bas. Je pense que pour lui, son but c'est quand même de gagner un match ou deux histoire de retrouver un peu confiance. Mais c'est sûr que vu comment c'est parti, Djoko, on le retrouve vraiment à Roland-Garros, voire ce qu'il peut encore jouer, enfin, ce qu'il peut encore faire, pardon, en Grand Chelem. Sinon, au-delà de Zverev et Djokovic, il y a plusieurs top 10 qui sont aussi sortis très tôt. On pense notamment à Rude, à Rublev, qui ne sont plus dans la compétition. Qui d'autre? Il me semble qu'il y a d'autres top 10 qui ont perdu, ou est-ce que je m'avance un peu trop? Que je regarde ça. Non, voilà, il y a vraiment, enfin, du coup, on a déjà quatre top 10 qui ne sont plus là, donc Zverev, Djokovic, Rublev, Rude, avec Sinner qui est suspendu, ça fait la moitié qui est déjà out. Euh, et donc, bah, on en revient toujours au même débat avec la faiblesse du top 10 actuel qui est très interchangeable, qui a un style de jeu assez similaire pour la plupart. Thomas, je te laissais un peu parler aussi, mais toi, est-ce que ça te surprend un peu que actuellement on a un top 10 aussi faible que ça? Non, pas vraiment, parce qu'il y a une densité de joueurs qui est très importante maintenant. On voit vraiment que entre ben, un top 10 et un top 30, il n'y a plus une si grosse différence. Maintenant, tous les joueurs, avec les progrès techniques, etc., les prépas physiques, on se rend compte que bon, bah, les écarts sont marginaux, entre guillemets. Et surtout, on se rend compte que entre vraiment les trois meilleurs joueurs du monde, les trois, quatre meilleurs joueurs du monde, et le reste, bah, c'est pareil, du pareil au même, entre guillemets. Si on regarde bien aujourd'hui, les meilleurs joueurs, c'est Sinner, Alcaraz, Zverev, même si Zverev actuellement c'est un peu n'importe quoi, ça reste quand même un très très bon, un excellent joueur. Et le reste, bon, bah, c'est une masse un peu interchangeable. Voilà, en quatrième mondial, on a Fritz. Bon, Fritz, on s'attendrait pas à le retrouver à la quatrième place mondiale. Il reste très très bon, il a fait une très bonne fin de saison. Mais on peut l'échanger avec un numéro 10, on peut l'échanger avec Medvedev qui est numéro 9, on peut l'échanger avec Rublev qui est numéro 7. Rude, il fait des performances cataclysmiques en ce moment, il est quand même toujours numéro 6 mondial. Je pense que oui, il va y avoir un renouvellement parce que c'est beaucoup trop faible. Euh, ça dépend des joueurs, ça dépend de la trajectoire des joueurs. Mais bon, Roublev, ça fait un bail qu'il est là. Medvedev, pareil, il a 29 ans maintenant. Il y a Dominor qui arrive à son prime, entre guillemets, mais bon, qui, je pense, va pas rester non plus à ce niveau-là indéfiniment. Et derrière, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. On a Arthur Fils qui vient de battre Musetti, par exemple, qui est 19e. Bon, bah, j'en espère que ce sera un joueur qui va voilà, arriver dans le top 10 un jour ou l'autre. Après, on a tous les jeunes joueurs qui arrivent, on a les Fonseca, on a les Mencic. Bon, bah, ces joueurs-là, à un moment, ils vont venir faire leur trou et ce serait très étonnant que on voit pas Fonseca dans le top 10 d'ici 1 ou 2 ans. Même d'ici plutôt 2 ans, peut-être. Un an déjà top 20, je pense. Mais voilà, donc tous ces joueurs-là ont aussi un profil, comme tu l'as dit, stéréotypé. Ils jouent tous de la même façon. Bon, quand tu regardes Rude, Fritz, Roublev, bon, bah, c'est la même chose. C'est pas vraiment ce qu'on a envie de voir. Donc, à part un Tsitsipas qui a un jeu quand même très différent, qui d'ailleurs revient bien, je tiens à le préciser. Tsitsipas revient bien en ce moment, ça fait vraiment plaisir pour le tennis, pour l'intérêt en général du tennis, tellement c'est un joueur agréable à regarder. Mais pour le reste, oui, c'est un peu décevant. Il y a d'autres joueurs qui arrivent comme Draper, par exemple, qui vont venir. Draper, il va finir top 10 à la fin de l'année, c'est évident. Donc il va ramener un petit peu un air frais sur ce top 10 qui en a besoin. Je pense qu'il y a une lassitude aussi parce que ça manque de charisme aussi. On trouve le top 10 faible et en même temps, bon, bah, il n'y a pas de personnalité qui nous font envie de regarder le tennis. Moi, je suis désolé. On me dit que, par exemple, au Masters de fin d'année, on dit qu'il n'y a pas Sinner, qu'il n'y a pas Zverev, qu'il n'y a pas Alcaraz, qu'il n'y a pas Djokovic. On me laisse Fritz, Rude, Rublev, Medvedev, de Minaur, par exemple. Bah, j'ai pas envie de regarder. Parce que c'est pas des joueurs qui sont Mm, très intéressants dans leur mm, style de jeu, même dans leur aura, leur charisme en général. mais Djokovic, beaucoup de gens trouvent leur jeu chiant, mais par contre, bah, pendant ces matchs, soit on se fait pas chier, soit il y a toujours un rebondissement, et même, dans tous les cas, il impose quelque chose sur le court. mm. Voilà. Bah, c'est surtout que c'est des personnalités très lisses, quoi. Et en fait, dans ce top 10, à part Djokovic et Medvedev,
Tout est très lisse, tout est très organisé avec des agents, avec des attachés de presse et du média training à donf et qui leur dit tout bien faire pour pas faire de vagues. Et donc, bah, ça donne un jeu très stéréotypé, des réponses très stéréotypées. C'est pas pour rien que Medvedev est vraiment le joueur à suivre sur les conférences de presse, parce que lui, au moins, peu importe le tournoi ou le tour ou victoire ou défaite, on sait que en conférence de presse, il va se passer un truc et qu'il dit vraiment ce qu'il pense. Et sur le terrain, l'uniformisation des jeux et des surfaces va tirer un peu tout le monde vers le même point et plutôt vers le bas. Et c'est vrai que sur le terrain, à part un Alcaraz qui, avec sa créativité et son sourire et sa chaleur, nous fait cliquer sur les matchs, on peut avoir ça avec Medvedev et sa folie quand il est vraiment dans une bonne phase. Et Djoko, par le côté très historique et le côté légende qui l'entoure, c'est vrai que le reste, ça n'a pas envie de cliquer parce que même un Sinner qui est numéro un mondial, comment dire, déjà il a une aura, enfin une aura. Il a un côté très froid, très robot, qui ne donne pas vraiment un côté très sympathique ou très attachant à sa personnalité. Même quand il gagne un grand chelem, on a l'impression que c'est un jour banal pour lui. Enfin, il n'y a même pas une célébration plus, comment dire, plus folle que ça. Parce que, par exemple, un joueur comme Nadal pouvait être très focus pendant le match, mais même quand il gagnait son 20e grand chelem ou plus, pour lui, c'était toujours quelque chose de grand et de spécial, il célébrait ça avec la manière. Là, Sinner, il célèbre ça comme s'il il passait un premier tour dans un 250, enfin, c'est pas normal. Mm. Et même chose pour le reste. Et donc, bah, forcément, ça n'a pas envie de cliquer dessus, et ça joue aussi sur nos perceptions de ce top 10, toujours de plus en plus faible, surtout par rapport aux 15-20 dernières années où on a été vraiment gâté, bien sûr par le Big Four, mais aussi par, par d'autres joueurs comme, je sais pas, Ferrer, un Wawrinka, un Depaul-Stroh, Roddick, Berdych, un Nishikori, si, enfin, Bien sûr, ouais. je peux en citer encore 10 des mecs comme ça, mais qui nous donnaient de la variété du jeu au minimum, d'autres grandes personnalités, que ce soit dans le Big Four ou même autre, hein, parce que par exemple, même un Wawrinka était quand même très, comment dire, euh, sanguin, c'est pas le bon mot, mais il pouvait être très chaud sur le terrain et il sait pas faire quoi. Même dans les confrontations un peu plus verbales, il sait pas faire. Alors que par exemple, enfin, je vois pas du tout par exemple un Rude ou un de mineur s'énerver sur le court pour rien. Mais ça, c'est qu'un exemple. Donc, on a fait le tour sur le top 10. Maintenant, on va quand même parler du WTA 1000 de Indian Wells, pardon. On a fait un gros point chez les hommes, on va en faire un plus petit chez les femmes, pas parce que il y a moins de choses à dire, mais juste parce que contrairement à chez les hommes, chez les femmes, toutes les favorites sont encore là. Si on peut citer deux contre-performances, ça serait Ons Jabeur qui perd contre Yastremska au deuxième tour et Linda Noskova qui perd contre Lulusen au second tour aussi. Mais bon, déjà elles sont pas top 10, elles sont même pas top 20. Elles restent tête de série, mais c'est plus deux joueuses qui sont plus référencées et dont on attend encore beaucoup sur le circuit. Enfin, on parle, enfin, pour Jabber, on parle d'une ancienne numéro 2 mondiale, et Neskova, toujours cet espoir d'aller craquer le top 10 un jour dans sa jeune carrière. Mais à part ça, il n'y a aucun dommage collatéral pour le moment. Cependant, on va quand même revenir sur le cas de Coco Gauff, qui certes est passé au troisième tour, mais qui a eu très très chaud
contre Ushijama, où elle s'en sort en 3-7, mais surtout en ayant fait un match catastrophique, notamment avec 21 doubles fautes, avec plus de 70 fautes directes. Malgré tout ça, elle a réussi à se qualifier, donc ça reste une force. Mais on peut pas dire qu'actuellement Coco Gauff nous donne beaucoup de référence et d'assurance. Elle se prend un first au WTA 1000 de Dubaï, idem à Doha, ce qui fait quand même deux grosses contre-perfs dans des gros tournois. À Melbourne, elle perd en quart de finale contre une Badosa qui, certes, a fait un super match, mais contre qui elle restait favorite. Donc, pour le moment, pas le meilleur des débuts de saison pour Coco Gauff. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Euh, on verra déjà après Indian West où il est encore en course, mais on l'a vu beaucoup en difficulté sur son coup droit et pour le moment, c'est pas vraiment la joie du côté de la numéro 3 mondiale. Thomas, je sais pas si t'as pu voir Goff jouer récemment, mais en tout cas sur des éléments purement pour l'instant sportifs, notamment côté coup droit, est-ce que tu remarques des choses ou enfin qu'est-ce que tu penses d'elle et de sa dynamique, on va dire, en ce moment, et les petites faiblesses qu'elle peut avoir. Bah, actuellement, je pense que oui, elle est dans une spirale négative, hein. Perdre au deuxième tour contre Kessler durant le premier WTA 1000 de la saison, bah, c'est clairement une contre-perf. Même une énorme contre-perf au vu des attentes autour de cette joueuse. Et là, actuellement, c'est pareil. Bon, elle passe, comme tu l'as dit, Uchiyama, mais c'est une purge, quoi. C'est une purge. Le nombre de fautes, etc., même de double fautes aussi, c'est pas possible pour celle qui, voilà, est troisième, enfin, elle était troisième mondiale, là, je sais même plus son classement actuellement. Je crois qu'elle Mais a elle est encore troisième mondiale. je vais dire ça, mais je suis quasiment sûr qu'elle l'a encore. Ouais, bah, en tout cas, c'est mal parti hein, pour durer, Ouais, parce que, elle l'a encore. Après, ouais, ça va pas durer très longtemps, mais. actuellement, je vais faire un petit point classement. Elle a encore un bon, si je calcule bien, 3, 4, ouais, elle a un peu moins de 800 points. Non, pardon, je suis pas sur la bonne ligne. Elle a un peu moins de 700 points d'avance sur euh, Pegula, sachant que les deux sont encore dans le tournoi, mais actuellement, Pegula est dans une bien meilleure dynamique que Goff. Ouais, non, je pense que clairement, il va y avoir une petite descente hein, pour Goff. Je la vois pas remonter là actuellement. Il y a trop de soucis, comme tu l'as dit, au niveau coup droit. Alors là, pour le coup, je pourrais pas vraiment l'expliquer. Je suis pas rentré dans les détails techniques vis-à-vis de Goff. Je connais plus le circuit masculin, mais il est clair que bon, il faut envisager soit c'est au niveau du mouvement où elle s'est blessée, je ne sais pas, où il y a un souci vis-à-vis de la longueur, mais c'est pas normal que son coup droit pêche autant, surtout à ce niveau-là. Et surtout, ça pardonne pas en fait. Là, elle s'en sort parce qu'elle est tombée contre Uchiyama, mais contre une top 10 ou même une top 20, ça passera pas. Elle se fera sortir. Donc voilà, c'est un peu alerte rouge, je pense. Je pense qu'il faut vraiment s'inquiéter, honnêtement. Parce que voilà, là, on a un habitué à avoir une gaufre là, qui n'a fait que progresser ces dernières années, qui est attendue depuis des années, hein. C'est déjà une vétérane du circuit, hein. Elle joue depuis 2019 sur le circuit, enfin pas sur le circuit principal, mais son premier gros résultat en Grand Chelem, c'était en huitième à Wimbledon. Bon, ça fait depuis des années qu'elle est là, mais voilà, elle est encore super jeune, hein. Ouais, elle a que 20 ans. Elle a 20 En ans. fait, c'est ça qu'il faut avec Goff, parce qu'on a l'impression que ça fait 15 ans qu'elle cherche le circuit, elle a que 20 ans. Ouais. Et ça, quand même, c'est fort. Enfin, ça reste une très jeune joueuse, mais qui a percé très très tôt, à l'âge de 15 ans. Mais oui, elle reste très jeune, bien qu'elle ait déjà 5 grosses saisons dans les pattes. Voilà. Mais bon, moi je pense quand même que bon. C'est mal parti et on l'a vu, hein, les résultats en Grand Chelem cette année, l'année dernière n'ont pas vraiment suivi par rapport à ce qu'on pouvait attendre en 2023, où elle fait victoire à l'US Open contre Sabalenka. L'année dernière, je crois qu'elle fait double demi à Open Australie et Roland, si je me trompe pas, mais après derrière, c'est des résultats un peu décevants, où elle perd son titre à l'US Open et là, bon, comme tu l'as dit, elle perd contre Badosa. Badosa qui revenait un petit peu, mais bon, voilà, une joueuse du calibre de Gauff n'est pas censée perdre contre une Badosa un peu revenante, entre guillemets. Donc, à voir. Moi, je pense qu'on en saura plus à partir de Roland, vraiment à partir du prochain Grand Chelem, pour vraiment affirmer s'il y a voilà, une sorte de décompression, peut-être, à son âge.
Il a déjà beaucoup joué, peut-être que ça peut jouer aussi. Mais voilà, je pense que on peut ça, il faut s'attendre peut-être à ce que Gauff descende dans le classement là. Mais bon, elle n'a que 20 ans, comme on l'a dit, donc elle remontera peut-être plus tard. Voilà. Ouais, bon, je pense qu'on aura déjà pas mal d'indications ce soir à l'heure où on enregistre où elle joue contre Sakari. Au moment où le podcast sera publié, ce match sera fini. Donc vous qui nous écoutez savez si elle a passé Sakari ou pas. Mais nous, pas encore. Sakari, c'est un bon test parce que même si elle a vraiment chuté Oui, oui, proche, enfin maintenant elle est plus proche du top 30, enfin de la 30e place, alors que c'était une top 10 référencée avant. Maria Sakkari, mais à un moment, quand on gêne autant de contre-perfs, notamment au Grand Chelem, où tu vas jamais en deuxième semaine, ni voir très peu au troisième tour, à un moment, ça reste logique. Mais bon, là, ces derniers temps, Sakkari, elle revient doucement, mais c'est déjà un très bon test. Et les erreurs qu'elle a fait contre Oshizama ne passeront pas contre une Sakkari. Mais par contre, si Goff passe en huitième, elle joue soit Schneider, soit Bencic. Et vu l'état actuel des choses, notamment si elle joue Bencic, je serais pas surpris que la Suissesse fasse une belle perf contre Goff. Parce que Bencic, elle est vraiment dans une dynamique de fou. Elle a gagné le 500 à Abu Dhabi, après elle a pris une petite pause. Mais elle est vraiment, vraiment chaude actuellement. Elle a battu une Anisimova qui était aussi en confiance après sa victoire au WTA 1000 de Dubaï. Elle passe en 3-7, donc ça fait déjà une première tête de série. Là, elle en joue une seconde. Ça peut aller très très vite. Et puis même si on regarde un peu plus lointain, en quart, ça serait une Keys une Navarro sur le papier pour ensuite aller jouer une Rebekina ou une Swiatek. Non, pardon, une Rebekina ou une Pegula en quart, puis Swiatek en demi. Mais vu ce qu'elle nous a montré actuellement, on est encore loin de ça. Il faut déjà qu'elle s'échappe de son propre quart de tableau. Sinon, on va quand même dire un mot rapide sur Iga Swiatek qui vraiment détruit tout le monde et commence sa défense de titre de la meilleure des façons. Elle a mis 6-2, 6-0 à Caro Garcia, puis l'inverse 6-0, 6-2 à Alia Shrimska. Bon, là, elle est vraiment dans son élément où elle est sur une surface qui est l'avantage clairement. C'est pas pour rien qu'elle a déjà gagné deux fois là-bas. Mais son prochain match contre Murova fait vraiment plaisir sur le papier. Il fait peut-être, enfin, il fait sûrement office de premier vrai test pour Iga à voir ce que ça peut donner, mais elle est clairement favorite à sa propre succession actuellement. Voilà. Voilà pour ce premier bilan de Indian Wells. On se retrouvera du coup la semaine prochaine, une fois que le tournoi sera terminé, pour un peu débrief tout ça au clair. Revenir bien sûr sur les deux finales et puis bien sûr sûrement faire des petits pronos sur le prochain Master 1000 à Miami qui enchaîne direct, bien sûr. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Kiss My Ace. Bonne soirée, bonne journée à vous tous. Salut. salut, salut.